Je suis Jean Lebel, président du CRDI. C'est un plaisir de vous accueillir ici ce matin. Et c'est un plaisir pour moi aussi de remercier l'UNICEF pour être le co-hôte de cette conférence. Et j'ai aussi le privilège de remercier en particulier les Nations unies et le Fonds de la population des Nations unies, la Division des populations des Nations unies et la Banque mondiale. Et le comité directeur, bien sûr. Alors, j'aimerais également aborder la stratégie mondiale de la Banque mondiale, l'UNICEF et les bureaux de l'ONU qui ont tous parrainé notre événement. Il n'est pas facile d'être un co-hôte d'un tel événement parce qu'on pense que les systèmes d'essai sont cruciaux de toute façon, et ce, depuis longtemps. Nous sommes aussi assez emballés par cette occasion de travailler avec Affaires mondiales. Le CRDI fait partie d'une grande famille. Nous avons notre propre mandat, notre modus operandi. Mais ce que l'on fait avec Affaires mondiales est vraiment crucial. Et c'est souvent grâce au travail du CRDI et l'aide financière d'Affaires mondiales que nous pouvons faire de la recherche des politiques pour le Canada et pour d'autres pays. Alors, ce matin, le fait que nous soyons tous ensemble ici, Chris et moi, témoigne du fait qu'au palier supérieur, il y a de la collaboration. Et nos personnels aussi travaillent très fort ensemble afin que les conclusions de ces recherches et toutes ces données qui viennent des systèmes d'essai servent à des fins utiles pour qu'on puisse adopter les meilleures politiques possibles. Formation et à des expertises. Ça inclut des normes, des outils, des données et des bonnes pratiques à l'échelle mondiale. Et ça se fait ici, ça se fait dans les régions où on est présent et où vous êtes présent, puis ça se fait dans l'ensemble du monde. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de souligner que cette question des CRVS, et excusez-moi si je n'utilise pas l'acronyme ESSEC, parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup d'acronymes, et heureusement, dans ma langue, il y a seulement 26 lettres dans l'alphabet, donc ça limite le nombre d'acronymes. Pas beaucoup, vraiment. Mais c'est important de souligner que tous ensemble, on a un défi à rencontrer. And I'd like to share with you, 3 points. J'aimerais partager avec vous 3 points expliquant pourquoi nous croyons que c'est important. D'abord, nous savons que ces systèmes d'essai sont cruciaux pour la bonne gouvernance, mais les efforts pour les améliorer sont très fragmentés. Ensuite, nous savons que les systèmes CRBS contribuent aux priorités de développement durable, y compris le progrès, le contrôle et les rapports. Et nous savons que tout cela est crucial. Et troisièmement, ces systèmes contribuent aussi à notre propre priorité de développement international. Cela est critique pour aider l'application de notre politique d'aide aux femmes qui a été adoptée en juin dernier. D'abord, nous savons que, et vous le savez mieux que moi en fait, que ces systèmes sont très, très faibles dans plusieurs pays à revenus moyens et faibles. Mais hier, Josie des Philippines nous a donné des illustrations du travail qui se faisait aux Philippines pour l'amélioration de ces systèmes. Alors, ce n'est pas un cas complètement désespéré, non, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail qui s'est fait, mais je pense qu'il y en a encore à faire, et ce, de façon coordonnée. Ce qui veut dire que il y a des systèmes autonomes quelque part, mais il faut s'efforcer pour coordonner tout cela, la collecte d'informations sur les registres de l'État civil et recueillir tout cela pour produire des statistiques vitales. La deuxième chose, c'est que je mentionnais le monitoring. On est dans l'époque des objectifs de développement durable jusqu'en 2030 et on sait qu'un des principaux défis des objectifs de développement durable, ça a été de les mettre sur papier et d'avoir ces 17 objectifs, ces 180 et quelques cibles. Et maintenant, il faut trouver l'argent pour mettre en place le programme aussi. Donc, c'est déjà un bon défi. Mais à ça s'ajoute le fait que
On a besoin de données pour démontrer des progrès et pour aller au-delà de l'exercice de comptabilité de manufacture. C'est pas, it's not widget, it's a human work. Ce sont des humains avec lesquels nous traitons. Et pour accomplir cela, je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts tous ensemble. Le personnel me dit que 12 des 17 objectifs, 64 cibles sont directement reliés au système d'ESSEC. Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés à cette conclusion, mais c'est ce que j'ai dans mes notes. Alors, cela fournit une identité judiciaire, une possibilité d'enregistrer les naissances et les décès. Et la justice fonctionnerait déjà beaucoup mieux si nous avions tous fait cela de façon appropriée. L'UNICEF nous dit qu'il y a le quart des enfants qui ont moins de 5 ans qui n'ont jamais été enregistrés, ce qui représente à peu près 230 millions d'enfants. L'identification pour le développement de la Banque mondiale nous dit qu'il y a 1,1 milliard de personnes dans le monde qui sont incapables de prouver leur identité. Et imaginez un peu l'effet boule de neige de cette absence d'identité. Et le troisième point que j'ai mentionné au sujet des systèmes d'ESSEC, c'est que c'est relié à la politique d'aide aux femmes. Et je pense qu'il est fondamental ici, si l'on veut arriver à la parité homme-femme, eh bien, il nous faut fonder nos politiques sur des données fiables qui sont ventilées. Gated by sex, at least by sex. Donc, ventilées par sexe, âge, emplacement géographique. Alors, la collecte et la ventilation, etc., c'est une chose, mais c'est beaucoup plus que de produire un Instagram. La capacité analytique doit également exister pour faire les bonnes inférences et vraiment avoir non seulement un point de vue descriptif, mais un point de vue analytique. Et c'est ce qui manque bien souvent. Et cela ne se corrige pas en une saison. Cela exige énormément de temps. Il faut cibler les institutions, assurer un suivi. C'est un cheminement qui ne répond pas nécessairement à une rapidité politique. Faire un système d'ESSEC, c'est une chose. Investir au fil du temps pour maintenir ces systèmes et développer un plan pour assurer le bien public, ça, c'est une question d'années et d'années et d'années d'investissement. Alors, si vous faites partie de l'organisation qui offre des fonds, parlez à vos dirigeants pour maintenir le rythme, parce que ce n'est pas vrai que ce sera un projet de 2 ans. Et je suis dans le domaine, moi, depuis plus de 25 ans. On parle de collecte de données, de qualité de données, depuis que je me suis joint au CRDI. Et la seule façon d'y arriver, c'est en assurant un financement soutenu et constant. Alors, merci de votre aide là-dessus. D'ailleurs, au sujet de l'enregistrement de l'état civil, c'est un bel outil pour l'autonomisation des femmes. Comme je l'ai dit, cela protège les femmes ainsi que leur droit à obtenir des emplois, à ouvrir des comptes bancaires, à avoir des prêts pour être propriétaire d'une entreprise. Et également le pouvoir d'hériter et de voter. Cela protège les filles des mariages précoces et cela peut être utile en cas de divorce. Et c'est important au moment du décès parce que l'information pourra éclairer les politiques de santé. Et ces données feront le nécessaire pour assurer le salaire minimum ou les prestations variées des gouvernements. Et si nous accomplissons tout cela, je pense qu'on donnera une chance à la moitié de la population de participer sur un pied d'égalité à la vie sociale. Et c'est très important. Le Centre d'excellence que nous accueillons ici a produit une plateforme de savoir et je voulais féliciter le groupe et les divers participants à ce projet
d'avoir produit une plateforme qui était au départ en anglais et en français, et on espère que ce sera traduit dans d'autres langues. Cette plateforme vise à améliorer l'enregistrement de l'état civil et les liens entre tous les différents éléments. Il y aura une bibliothèque accessible avec des liens, des outils, des pratiques exemplaires, une vidéo, et on y trouvera des ressources de partout dans les secteurs, et plusieurs des ressources ont été incluses à la plateforme par vos organisations. Et cette plateforme, voyez-vous, vient avec certains risques. Il s'agit d'une plateforme qui est sur un serveur dont personne ne se sert. Donc, vous allez consulter la plateforme et vous dites « Ah non, encore une plateforme ». Mais parfois, pour l'utilisateur sur le terrain, c'est « Ah, enfin, j'ai accès à ça ». Alors, voyez-vous, mettez-vous dans les souliers des gens qui sont censés utiliser cela plutôt que de vous dire l'expert qui connaît plus de choses que tout le monde sur le terrain. Ces plateformes, ai-je appris, et moi, vous savez, j'ai des antécédents scientifiques et je me suis moi-même posé des questions à savoir ce que l'on faisait avec cela. Personne n'est prêt à consacrer une journée à lire le matériel qu'on y trouve là. Eh bien, c'est faux. Je l'ai vu sur le terrain. Les gens viennent me voir et disent « Jean, voilà qui a fait une très grande différence. Le document que j'ai utilisé pour arriver à ma décision venait de cette plateforme. Dans cette plateforme, j'ai accès à l'information sur cette personne et cette personne est venue ici pour nous aider à organiser nos efforts. Alors, ne prenez pas cette plateforme à la légère et pour ceux et celles qui y ont contribué, sachez que ce n'est qu'un début. Pour ceux qui sont ici dans la salle, eh bien, au moins, allez y rendre visite une fois. Et puis ensuite, dites-le à d'autres qu'elle existe, parce que ces choses ne fonctionnent bien que si on fait du bouche à oreille et que la communauté est satisfaite. Et ça, c'est crucial pour nous au CRDI parce que cela donne accès en français et en anglais à une mine de renseignements. Bon, je n'irai pas plus loin dans mes remarques, sinon que pour dire que les 2 prochaines journées sont très, très importantes et que vous êtes tous les bienvenus au CRDI et que j'espère que vous allez pouvoir tirer parti un peu de notre ville. Mais j'ai une petite mise en garde pour vous, c'est la journée du budget. Alors, si vous prévoyez prendre un verre ou manger dans un restaurant au centre-ville, réservez bien à l'avance. Parce que, voyez-vous, il y a une tradition dans cette ville que je ne comprends toujours pas. Les gens célèbrent les budgets. C'est une ville très bureaucratique, comme vous le savez. Alors, il y aura certainement des restaurants et des bars qui seront combles ce soir. Alors, la façon de s'en sortir, c'est de se dire « Ah bon, le Canada est magnifique, le budget est excellent. » Voyez-vous, la science est tellement fondamentale, l'innovation aussi, et nous y contribuons. Alors, je vous donne des petits trucs pour vos conversations si vous voulez faire des rencontres avec des gens d'Ottawa. Et avant de laisser le micro, j'aimerais vous présenter mon bon ami et collègue, Chris McLellan, qui nous connaissons depuis longtemps. Nous avons de bons souvenirs d'avoir travaillé en France ensemble pour le G20 en agriculture il y a plusieurs années. De beaux souvenirs, Chris. Alors, il est le sous-ministre adjoint pour les Affaires mondiales à Affaires mondiales Canada. Il dirige l'aide au développement du Canada grâce à des partenariats multilatéraux et latéraux et s'occupe de l'habilitation des femmes, des filles, l'éducation et la croissance de l'économie verte. Alors, le portefeuille s'est élargi, Chris. Il a occupé plusieurs postes haut placés au gouvernement du Canada, dont secrétaire adjoint, priorité et planification au bureau du conseil privé et comme dirigeant de l'équipe qui a organisé le sommet pour les femmes et les enfants en 2012. Il a un doctorat de l'Université Western, spécialisé en développement constitutionnel,
en droit de la personne à l'international et c'est un grand universitaire aussi et c'est un bon ami à moi et du CRDI. Alors, Chris, venez donc nous adresser la parole. Merci beaucoup, Jean. C'est bien. Pour ceux et celles qui sont les accros de médias sociaux. Et voilà. Merci beaucoup, Jean. Et merci à tout le monde de m'accueillir ici. Comme Jean a mentionné, ça fait plusieurs années que Jean et moi, on travaille étroitement ensemble. On s'est rencontrés, je pense, en 2009, travaillant sur, comme il avait dit, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et après ça, en parlant beaucoup sur la santé. Should be mentioned, I'm here today. I was listening to Jean speak. Alors, j'étais là et j'écoutais Jean parler et je rayais des parties de mon discours parce qu'il a expliqué toutes les bonnes raisons pour lesquelles les gouvernements devraient investir dans les systèmes d'ESSEC. Bonnes raisons à des fins de développement. Il y a de bonnes raisons pour la science et pour avoir des bases de données probantes. Et aussi, Jean l'a dit, c'est la journée du budget aujourd'hui. Alors, je vais vous parler un petit peu des décisions que le gouvernement prend justement d'investir dans des choses comme les systèmes d'ESSEC. Et je n'étonne sans doute personne, quoiqu'il y a peut-être des gens ici qui pensent que c'est un sujet bien sexy. Qui est vraiment étonnant et qui est facile à vendre. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. C'est difficile. Mais personne ne peut s'obstiner sur sa centralité et son importance. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet difficile. Il est difficile de faire comprendre aux décideurs pourquoi c'est important d'investir là-dedans. Mais j'aimerais vous raconter notre histoire à nous. Ça fait plusieurs années que je travaille au sein du ministère des Affaires mondiales et dans plusieurs capacités. J'ai été le directeur général responsable en 2010 pour l'initiative de Muskoka. Suite à ça, j'ai été aussi le directeur général responsable pour le sommet qu'on avait fait en 2014 sur Every Woman, Every Child. Pour les femmes et les enfants. C'était là deux événements très importants pour les systèmes d'ESSEC. Alors, en 2010, comme vous le savez probablement, le Canada, comme cette année, était président du G8, du G7 d'abord. Cette année aussi, nous avons des conversations différentes maintenant avant le sommet des chefs qui aura lieu à Charlevoix en juin prochain. Mais en 2010, la question qui était la plus urgente pour le développement international, c'était les objectifs de développement 4 et 5. Et d'après toutes les statistiques disponibles, c'était là des objectifs les plus pressants et ceux que la communauté globale allait sans doute rater. Sachant cela, le gouvernement du Canada, avec ses partenaires du G8 et d'autres encore autour de la table, comme la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, se sont donné la main pour présenter une initiative afin d'augmenter le financement consacré aux éléments centraux de ce qu'il faudrait faire pour améliorer les résultats de la santé maternelle et réduire la mortalité infantile pour les nouveau-nés, mais aussi pour les enfants de jusqu'à 5 ans. Ce que cela voulait dire, c'était que les investissements dans les systèmes de santé allaient s'intensifier et les investissements dans les 5 choses qui tuaient les jeunes enfants. Bon, les bons systèmes de santé et l'immunisation. Grosso modo, c'est ça l'initiative de Muskoka. On a recueilli 7,4 milliards de dollars américains qui était beau à l'époque parce que notre dollar valait la même chose, était à parité, donc c'était le même montant, mais maintenant, ça ne l'est plus. Et ça, c'était pour 5 ans. En 2010, aux 2 tiers, eh bien, afin
de faire avancer nos efforts à l'échelle mondiale en vue de 2015. Et enfin, en 2014, comme quelqu'un qui a déjà travaillé au gouvernement le sait, pour prendre des décisions, il faut prendre des décisions quelques années d'avance. Hein? Paquebot. Ça prend énormément de temps et d'efforts de changer, de virer dans une autre direction. Donc, on savait d'avance en 2014 que même 2014 était un peu en retard. En fait, c'était en 2013 qu'on commençait à regarder avec nos partenaires, surtout la Banque mondiale, aussi l'Organisation mondiale de la santé, de voir qu'est-ce qu'on avait besoin de faire après 2015. So, from a Donc, dans une perspective bureaucratique, cela signifiait qu'il fallait aller voir le gouvernement, nos dirigeants politiques, pour expliquer la situation, que nous approchions, quoique pour eux, ils se demandaient, est-ce qu'on ne vient pas de faire cela il y a 3 ans? De quoi parlez-vous? Et bien sûr, ils se disaient, oui, mais il faut commencer à mettre ces décisions à exécution, de sorte qu'en 2015, on puisse poursuivre notre route ou changer de direction. La décision politique fera la différence. Et bien sûr, comme tout le monde dans la salle doit le savoir, c'est le jour du budget et c'est de cela dont on parle. Les dirigeants politiques sont parfois bien simples et disent « ça paraît bien beau, quelles sont les preuves que vous atteignez vos objectifs ?» Et bien sûr, on fait de notre mieux pour démontrer les résultats. Et on a des choses qui sont plutôt anecdotiques, des choses partielles. On ne peut pas comparer entre pays. Il faut expliquer, voilà, en réalité, on dépense à un rythme différent ici. Les projets ont les mêmes noms, mais ils font des choses différentes. Alors, c'est devenu vraiment évident assez rapidement que dans bien des circonstances, nous n'avions pas le dénominateur. En d'autres mots, de combien de personnes s'agit-il dans le pays? Et est-ce qu'on sait vraiment si on fait des progrès? Vous savez combien d'enfants ont été immunisés? Oui, mais est-ce que vous accroissez la demande? Est-ce que vous maintenez le niveau stable ou quoi? Alors, et la question nous a été posée par des dirigeants politiques qui disent il faut pouvoir démontrer aux contribuables que l'argent est dépensé à bon escient. Of course, that we... Et bien sûr, nous avons vu l'occasion de dire, bon, dans les faits, nous n'avons pas toutes les preuves dont nous avons besoin, pas seulement pour démontrer que nous avons obtenu les résultats escomptés, mais que nous planifions, exécutons et surveillons tous les projets que nous réalisons. Et ce n'est pas seulement pour la santé des enfants ou des adolescents. Et c'est quelque chose qui est lié à tous les centres de développement. Alors, au début, nous avons commencé à parler des preuves ou des données probantes. Vous savez que le Canada vient d'annoncer une politique féministe sur l'aide au développement. Bien sûr, il est important de prendre des décisions basées sur des preuves qui sont dignes de confiance et qui permettront de donner de bons conseils à nos maîtres politiques. Donc, c'est là que nous étions en 2014 et nous avons pu, grâce à beaucoup de travail ardu, ça n'a pas été facile. Et il a fallu justifier pourquoi en 2014-2015, le Canada a investi quelques 200 millions de dollars en OSEC, pas seulement pour cela aussi, mais cela veut dire 200 millions de dollars de moins pour d'autres programmes, pour les vaccinations ou pour le renforcement des systèmes de santé avec nos partenaires. Alors, nous avons compris que avec un investissement de 3,5 milliards de dollars, 200 millions pour mettre sur pied une base n'était pas si coûteux. Mais pour nos dirigeants politiques, ils veulent que l'argent aille aux plus nécessiteux, aux plus vulnérables. En fait, je dois dire qu'ils nous ont épaulés. L'argument le plus important, et Jean l'a mentionné, c'est que ce n'est pas seulement une question de santé. Alors oui, nous avons dit...
en termes de la santé mondiale, surtout pour la santé des mères, des enfants, des nouveau-nés et les jeunes. Mais aussi, c'est quelque chose de primordial pour plusieurs d'autres secteurs de développement, y compris l'éducation, la gouvernance, les droits de la personne, l'accès au financement pour les femmes, accès aux droits de propriété. So it was not just about health. Donc, ce n'est pas seulement une question de santé. Je pense que tout le monde a compris combien il est crucial de le faire pour les interventions en matière de santé. Ceci aussi nous montre l'ampleur de ces activités. Nous avons avancé ces arguments au gouvernement à l'époque et il était d'accord. 200 millions de dollars sur quelques années ont été consacrés à la question de CRVS, comme dit Jean. Donc, 50 millions avec nos partenaires UNICEF pour plusieurs projets en Éthiopie, Mali, Sénégal, le Sud-Soudan, Tanzanie, Mozambique et Congo. 20 millions de dollars avec la Banque de développement interaméricain pour le travail dans l'Amérique centrale. 15 millions de dollars pour nos partenaires ici, à CRDI, pour le Centre de l'excellence. Et finalement, 100 millions sur 220 millions de dollars pour la Banque mondiale, pour le mécanisme de financement mondial. Alors, de nombreux investissements sur toute une panoplie d'activités et j'aimerais aussi peut-être étoffer davantage. Par exemple, le GFF. C'est quelque chose qui a découlé de nos efforts de 2014. Le Fonds mondial montrait que c'était une façon différente de jouer un rôle dans le secteur. J'ai parlé de 2010 un peu et de la manière dont, en 2010, nous étions très conscients du fait que, à mi-chemin, nous étions loin du but. En travaillant avec la Banque mondiale, il est devenu évident, avec Tony Gonnarf de Norvège, qu'il fallait trouver une nouvelle façon de faire les choses et d'avoir une perspective beaucoup plus large et de regarder jusqu'en 2030 parce qu'il faut trouver des moyens d'investir le maximum. Donc, il s'agit de la création d'un fonds à la Banque mondiale pour aider les pays en développement en ce qui concerne certaines conditions. Donc, c'est de l'argent qui représente une subvention, mais les conditions, c'est qu'il doit y avoir un plan en matière de santé en place et il faut aussi que les emprunts soient consacrés au secteur de la santé de la population. Et il fallait aussi qu'ils investissent une bonne partie des ressources nationales et aussi qu'il y ait un plan pour le SEC pour que, finalement, il y ait un système qui permette l'enregistrement des naissances vivantes, des décès, des divorces et, évidemment, toute autre chose qu'il voudrait consigner. En fait, le GFF est unique en ce sens. En ce qui concerne la portée de cette approche, l'ampleur de cette approche. Alors, on veut savoir où nous allons en être en 2020 ou 2025, sans parler de 2030 pour l'instant. Et je pense que l'une des choses intéressantes, et le Canada est l'un des plus grands donateurs, en ce qui concerne le SEC plutôt, nous avons un excellent partenaire en la Banque mondiale. Comme vous le savez, ici, ceux dans la salle qui les connaissent n'ont pas besoin d'être convaincus. Donc, la Banque mondiale n'avait pas besoin d'être convaincue qu'il fallait investir dans ses besoins. Et le GFF est un modèle pour d'autres secteurs de développement. Il y a une autre chose que j'aimerais ajouter. En plus de ce travail, le gouvernement du Canada
qui œuvrent dans le domaine de la statistique et des systèmes statistiques obligatoires ou nécessaires, de différentes façons aussi, avec l'Université Johns Hopkins, par exemple, à l'école Bloomberg de santé publique. Il y a un lien parce que c'est beaucoup plus large que tout simplement la statistique. C'est que nous voulons œuvrer avec nos partenaires afin qu'ils puissent utiliser ces statistiques. Les systèmes, on sait ça, on a des leçons depuis 50, 60 ans en développement. Ce n'est pas assez juste de le bâtir. Il faut aussi équiper nos partenaires, non seulement d'utiliser ces systèmes-là, mais aussi de les entretenir et de leur faire grossir au fur et à mesure de leurs besoins. Et présentement, le gouvernement du Canada est en train de travailler très étroitement avec Johns Hopkins University, justement dans ce secteur-là. With something called the National Evaluation. C'est quelque chose qui s'appelle les plateformes d'évaluation nationale. Nous avons une base centrale de données sur la santé des femmes et des enfants. Nous pouvons ainsi analyser les données en ce qui concerne les besoins de la population. Nous avons quelque chose d'autre qui s'appelle RADAR. C'est un acronyme en anglais qui est basé sur les résultats. Donc, nous avons élaboré plusieurs outils. Lorsqu'on a un système de SEC qui fonctionne bien, ces outils vous aident à planifier, à concevoir et à surveiller les données. Par exemple, il y a des programmes d'évaluation en ligne, des applications interactives sur ordinateur, des approches modernes qui, en l'absence de système SEC, peuvent vous aider. J'aimerais juste parler un peu de l'innovation. Je sais que c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais parler de l'innovation puis aussi de l'égalité entre les gens. Les deux sujets, si j'ai bien compris, d'hier et aussi d'aujourd'hui. L'innovation, comme Jean a dit, quand vous sortez en fin de journée, vous pouvez parler d'innovation autour de bras, puis vous auriez beaucoup de monde autour de vous qui parle le même langage. Moi, j'ai eu le plaisir, à un moment donné, d'être le sous-ministre adjoint responsable pour l'innovation au conseil privé, d'utiliser les nouvelles approches politiques. Là, on parle d'analyse des données, big data, comme on dit en anglais, user design, l'économie comportementale et plusieurs autres choses qui sont à notre disposition aujourd'hui en termes de si on n'a pas tous les systèmes qu'on a besoin. Et c'est vrai même au Canada, on n'a pas tous les systèmes, on n'a pas toutes les données qu'on aimerait avoir pour bien planifier nos politiques publiques. Il y a quand même autres options aujourd'hui. And it's by being open and willing. C'est en étant ouvert et disposé à accepter ces nouvelles approches pour combler les lacunes. C'est ce qui est crucial et j'espère que cela fera partie de votre conversation aujourd'hui en ce qui concerne des approches plus novatrices afin que le système SEC puisse combler les lacunes. Un dernier mot sur l'égalité des genres. Jean mentionné très brièvement une politique d'aide féministe, ce qui veut dire que le gouvernement du Canada, dans tous ses programmes d'aide, va inclure les femmes et les filles. Elles seront au centre et nous sommes très conscients du fait que non seulement est-ce qu'il faut des instruments d'analyse pour comprendre quels sont les enjeux, mais il faut aussi avoir accès aux bonnes données, des données désagrégées qui permettent de reconnaître l'intersectionnalité d'autres aspects. Et nous sommes maintenant à la base des ESEC et ne l'oubliez pas. Plus nous avons des données désagrégées,
Il n'y a pas seulement le sexe, mais il y a beaucoup d'autres marqueurs. Plus nous en aurons, plus nous aurons des opportunités. Je vais vous souhaiter une très belle conférence aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais vous remercier pour tous les travaux que vous faites ensemble en partenariat pour bâtir. Souvent, je sais, c'est dans la shop en arrière que ça se passe. Mais c'est juste pour vous dire que tous vos travaux sont très importants et bien appréciés par ceux et celles qui ont besoin d'expliquer à nos politiciens pourquoi ces investissements-là sont très importants. Merci. Thank you very much, Chris, for this very rich presentation. Merci beaucoup, Chris, pour cette excellente présentation. Elle sera aussi transmise sur le web. Quelques détails administratifs. Avant de céder la parole à Peter, j'espère que vous allez être actif. Utilisez le mot-clé qui est indiqué ici. Nous aimerions aussi avoir votre opinion sur les documents. Nous avons un présentoir ici, à l'extérieur de la salle. Si vous pouvez prendre 60 secondes, vous pouvez poser une question très rapidement et partager vos questions avec nous ou vos commentaires. Sur le SEC, bien sûr. Vos hôtes du Centre d'excellence sont ici à l'arrière de la salle. Leur porte-nom indique hôte. Alors, si vous avez des questions, adressez-vous à l'un d'entre eux. Sans plus tarder, j'aimerais présenter Peter Taylor, qui va animer la prochaine session. Peter Taylor est directeur par intérim du programme du CRDI. Il dirige une équipe multidisciplinaire et s'intéresse aux pays en développement pour la gouvernance et les systèmes de santé. Peter a plus de 30 ans d'expérience en développement international, ce qui comprend des postes à l'Institut de développement en Grande-Bretagne, à l'Université du Vietnam, et aussi il a travaillé au département de développement à l'Université de Botswana. S'il vous plaît, vous souhaitez la bienvenue à Peter. Good morning, bienvenue. Welcome. I'm very happy to. Je suis très heureux d'être ici. Je dois commencer par remercier vous tous pour avoir pris le temps de venir à Ottawa, surtout au mois de février, pour un sujet si important. J'aimerais aussi remercier un groupe très distingué de panélistes. Nous avons quelques remarques liminaires de Jean et de Chris, donc je ne vais pas répéter ces choses-là parce que ceux que vous voulez vraiment entendre sont mes collègues ici. Je dois dire que cette séance en particulier est intitulée l'importance des systèmes de SEC à l'échelle mondiale. C'est un sujet assez large parce que nous aurons 2 journées de discussion très détaillées, parfois très techniques, mais aussi pour faire avancer le programme. Ici, nous avons l'occasion d'avoir 2 types d'expériences. D'abord, au niveau mondial, de certains groupes internationaux qui œuvrent pour vraiment catalyser l'émergence des systèmes de SEC à l'échelle mondiale. Et il y a aussi les expériences nationales et comment les choses se sont déroulées dans leur contexte national. Il y a un programme national. J'avais allé à Genève et à Nairobi après mon séjour ici. Et
il est clair que nous avons besoin d'avoir des systèmes solides de SEC. Si on veut laisser personne pour compte, je pense que nous allons entendre des impressions que nous avons ici au Canada là-dessus. Donc, il est très important de guider, d'inspirer la conversation qui aura lieu au cours des 2 prochains jours. Parce que j'étais avec vous ce matin et hier, je vous encourage à provoquer un peu et aussi à stimuler la discussion. Je vais m'arrêter maintenant parce que je sais que vous voulez les entendre. Ce que j'aimerais faire, c'est les présenter assez brièvement. Their views. So I'm going to introduce them in the order. Je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils vont parler. Je vais commencer par Sergeant Makic, le statisticien en chef à New York, qui assure la mise en œuvre des programmes internationaux pour les systèmes d'enregistrement civil. Il applique les principes de l'ONU. En ce sens, il est rédacteur en chef d'une série de manuels de SEC. Il est avocat et statisticien et il est responsable de la statistique nationale et internationale. John Groth est directeur du département de l'information et de la recherche pour l'OMS. Auparavant, il a été directeur adjoint de la Fondation Bill et Melinda Gates. Il est responsable du portefeuille sur les données et les recherches. Il a déjà travaillé au Centre de contrôle des maladies en Tanzanie, en Côte d'Ivoire. Il a un doctorat en recherche et un bac en relations internationales. Troisièmement, Achan Fou est directeur du groupe de sécurité de la Banque mondiale. Il assure le monitorage de ces programmes. Il assure aussi le développement et la mise en œuvre du programme. Elle a fait partie, elle est chef de file active dans la communauté mondiale de statistique. Elle a servi comme membre du groupe consultatif d'experts indépendants du secrétaire général de l'ONU. Elle a un doctorat en démographie de l'Université Princeton et en sciences économiques de l'Université de Beijing. Le quatrième, Alexandre Mariomo, le premier directeur général du Bureau d'enregistrement du Cameroun, nommé par décret présidentiel en 2015. Auparavant, il a été directeur des affaires politiques au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est responsable du programme de réadaptation depuis 2017 et il a participé à plusieurs symposiums et conférences sur la question. Il est aussi responsable du plan stratégique pour l'établissement de l'État civil au Cameroun en 2017. Cinquièmement, Rémi Bouta est le directeur national du registre et du notariat au Mozambique. Il a 20 ans d'expérience professionnelle en matière d'état civil. Le Dr Gouta était auparavant directeur de l'enregistrement des casiers judiciaires à Maputo. Il occupe son poste depuis 2016. Il est titulaire d'une maîtrise en droit maritime et d'une spécialisation en droit. Et enfin, bienvenue à Annie Aurora, qui a été nommé statisticien en chef de Statistique Canada. Il est devenu bureau de la gestion du recensement en 2008 et il est responsable du recensement de 2016. Il a dirigé plusieurs initiatives stratégiques et il a été actif à tous les niveaux de gouvernement, ce qui comprend l'ONU et l'OCDE. En 2013, il a été nommé directeur ministre adjoint pour les programmes de sciences et de gestion. Il a un certificat en gestion du secteur public. Donc, bienvenue aux panélistes, étant donné que c'était une longue introduction. Je vous invite donc à les applaudir. So, without further ado, Donc, sans plus tarder, j'invite le premier à partager son point de vue. Thank you very much, Peter.
Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Chers collègues, c'est un plaisir et un privilège d'avoir l'occasion de vous parler au début de la conférence. C'est une merveilleuse conférence et j'aimerais témoigner de ma reconnaissance à nos hôtes, malgré le froid, mais que peut-on faire? Ceci témoigne des efforts qui commencent à se multiplier partout dans le monde et j'espère que cette conférence permettra éventuellement de nous amener à la mise en œuvre complète des recommandations que nous avons élaborées afin de veiller à ce que tous les événements de la vie soient consignés en statistique. Mon collègue peut en attester. J'ai passé beaucoup d'années à apprendre le latin et le grec, donc je suis de l'école antique. Je ne peux pas décrire la statistique en un seul mot. C'est quelque chose qui est parfois très complexe. L'enregistrement de l'état civil aujourd'hui fonctionne très bien dans certains pays. Il y a des autorités qui enregistrent méticuleusement toutes les naissances et tous les décès de la population, mais ça ne se traduit pas par une statistique de l'état civil. Par ailleurs, il y a des pays qui ont des systèmes d'enregistrement adéquats, mais qui le font seulement dans la capitale, pas dans le reste du pays. Pourtant, ils peuvent quand même offrir des statistiques au niveau national et subnational. Donc, nous pouvons les combiner en un seul bloc. Il faut vraiment voir ceci comme deux composants d'un système qui va fonctionner de façon unitaire. Nous avons une affiche qui est installée à l'extérieur de la salle qui montre ou qui donne un aperçu de notre système d'enregistrement civil, pas seulement de l'état civil. Et si vous voulez savoir si un système fonctionne et si le système est intégral, vous pouvez le comparer à la dernière version de l'enregistrement de l'état civil et qui a été modifié il y a à peine 3 ans. Il s'agit d'un modèle que nous sommes en train de promouvoir dans tous les pays du monde comme une solution qui permettra de répondre à tous les objectifs de l'agenda de 2030. Donc, sans enregistrement civil, il y a beaucoup de personnes qui seront oubliées, des femmes surtout et les enfants, et il sera difficile de mettre en œuvre l'agenda 2030. Voici les événements qui sont consignés, qui sont enregistrés, afin que les gens puissent obtenir quelque chose de légal, par exemple les services sociaux et les nombreux autres services qui sont offerts dans la société contemporaine. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'avoir une certification officielle. Donc, il y a 2 événements importants. Les mariages, d'abord, c'est quelque chose qui est considéré comme légal. Ça dépend si le mariage a été certifié par quelqu'un. Ensuite, il y a des événements qui sont entièrement légaux. Alors, ce sont là les événements qui doivent être consignés ou enregistrés selon l'ONU. Il faut un certificat qui explique la situation. Il y a beaucoup de participants. Il y a le secteur de la santé qui est très important parce que nous espérons que tout ce qui est fait dans les établissements de santé sera consigné parce que c'est indispensable pour le secteur privé. Donc, il faut avoir une attestation des causes du décès, par exemple. Et il y a des tribunaux aussi parce que
rien de cela peut se produire sans une décision d'une cour, d'un tribunal. Et le troisième pilier, c'est l'enregistrement civil. C'est indiqué ici, c'est quelque chose de continu qui est obligatoire. Et toute cette information devait se retrouver dans l'enregistrement civil. Ensuite, ça devient comme un centre où on réunit toute l'information pour le système de gestion des services qui sont assurés. Et ceci fait partie de l'état civil et qui sont désagrégés. Permettez-moi de souligner que l'agenda, les objectifs de l'agenda 2030 ne peuvent pas être mesurés si vous n'avez pas de statistiques sur ces sub-régions. Il faut l'enregistrement. Si vous n'avez pas d'enregistrement civil, et vous n'aurez pas de statistiques de l'état civil pour les petites régions. Il y a d'autres statistiques ici qui sont indiquées ici. Il y a des sources complémentaires qui offrent l'avantage de servir de complément au système principal d'enregistrement. Et c'était le modèle. Les Nations unies, maintenant, s'attendent à ce que tous les pays souscrivent à ceci. Donc, avec nos partenaires, avec différentes organisations, l'UNICEF, UNPA, l'OMS et d'autres institutions, comme la Banque de développement africaine, asiatique, l'Organisation des États américains, par exemple. Et nous travaillons aussi avec les philanthropes Bloomberg. Donc, tout ça permettra de promouvoir le modèle. Jusqu'à maintenant, on peut documenter certaines choses, mais nous n'avons pas réussi à tout documenter. Il faut maîtriser plusieurs sources, mais il faut aussi mettre sur pied des services gouvernementaux qui assureront l'enregistrement. Et c'est une façon, donc, de servir la population de façon adéquate. Et nous avons cette innovation au 21e siècle. Voici l'aspect du système. Essentiellement, c'est à peu près la même chose, mais nous avons des liens directs avec les registres de la population, et si bien que avec l'enregistrement des naissances, avec le registre de la population, ensuite l'identification, les organismes de gestion vont veiller à ce que chaque personne reçoive des documents d'identification avec toute la biométrie qui est nécessaire. Nous en sommes à une situation, on a un défi important. Est-ce que ce système peut être mis en œuvre dans tous les pays d'ici 2030? Et il y a une organisation, ça ne peut pas se faire par une organisation, ça doit se faire de façon concertée, des partenariats multilatéraux, bilatéraux. Donc, on s'aligne avec les commissions régionales des Nations unies, avec tous les autres partenaires, les centres d'excellence, pour faire la promotion de ce modèle, afin de s'assurer que chaque pays peut réaliser cet objectif d'ici 2030. Merci. Merci beaucoup, Sudjan. Et vous nous avez posé un défi important, à savoir comment on peut réaliser ceci d'ici 2030. Et on cherche à être inspiré par ce groupe, à entendre des idées créatives. John, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, de voir tant d'amis, de collègues avec qui j'ai travaillé par le passé et aussi à présent. J'aimerais remercier le CRDI et d'autres copartenaires, dont l'UNICEF. Nous avons travaillé à ce projet depuis assez longtemps. Même quand je suis arrivée, il y avait déjà de l'activité à ce sujet. Pour l'équipe de l'OMSS, nous avons Angie Banerjee et Teresa Diaz de l'OMS, du groupe des services pour la famille, les femmes et les enfants.
Je cherche vraiment à être novateur, je vous le jure, mais c'est si difficile à être novateur quand on sait qu'il y a encore des problèmes très fondamentaux. Alors, comment est-ce qu'on pourra discuter de tout ceci au cours des 2 prochaines journées pour se servir d'idées novatrices pour aborder ces problèmes fondamentaux? Ça fait partie de nos défis. Et comme mon collègue vient de le dire, on ne peut pas le faire à nous seuls. Et même si le secteur de la santé joue un rôle important, nous ne pouvons pas tout faire. Et nous savons que beaucoup de problèmes qui existent au niveau systémique des pays vont exiger beaucoup d'autres interventions. Mais j'aimerais passer un peu de temps aujourd'hui à discuter de ces éléments fondamentaux, discuter de ce qu'on préfère du côté des partenariats et vous donner quelques questions auxquelles vous pourrez réfléchir. Beaucoup d'entre vous savent déjà ce que je vais dire, mais on sait qu'il y a la moitié des morts qui ne sont pas enregistrés au monde. Quand je venais ici, j'essayais d'expliquer ceci à ma fille de 10 ans. Et elle m'a dit, « Oh, ça m'intéresse pas vraiment, mais ça me semble très important. » Et je crois qu'elle a vraiment dit juste. Donc, nous avons seulement 49 pays qui ont des données de bonne qualité, ce qui représente 20% de la population mondiale, et 72 autres pays qui ont des données de qualité moyenne et basse, donc 54% de la population. Et 73 pays n'ont pas de bonnes données sur les décès. Et ça nous fait réfléchir quand on pense aux défis auxquels on fait face. On a aussi entendu des problèmes du côté de l'enregistrement des naissances. C'est très similaire du côté des proportions. Alors, quand on parle d'innovation, est-ce qu'on parle d'innovation qui peut être utilisée pour aborder ces problèmes très fondamentaux? Et de la moitié qui sont sur le dossier, qui sont inscrits, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On sait que la moitié des 56 millions de morts estimés, seulement 21 de ceux-là sont signalés à l'OMS par un mécanisme quelconque. Et parmi ces 21 millions qu'on cherche à gérer, environ 13 millions seulement se servent de codes ICD, les codes de classification qu'on peut utiliser pour des comparaisons entre différents endroits. Donc, il y a de l'information qui nous parvient, mais la qualité de l'information n'est pas très bonne. Donc, il s'agit d'augmenter le nombre d'inscriptions, mais aussi de s'assurer qu'il y a des normes qui nous permettent de faire de l'analyse et de communiquer ces résultats au pays pour pouvoir réaliser des progrès. Il y a eu des progrès, mais ça se fait très lentement. Et je crois qu'une partie du problème, c'est que ce n'est pas seulement un problème pour le secteur de la santé. Et parce que le secteur de la santé a reçu un financement par le biais de programmes de type vertical, ça a éliminé ou diminué les possibilités de faire une collaboration entre différents secteurs. Alors, on peut se servir mieux du secteur de la santé, mais la raison pour laquelle on a de la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique, on n'a pas le personnel nécessaire, on n'engage pas les partenaires nécessaires. Comment est-ce qu'on peut obtenir que les politiciens sur le terrain se rendent compte de l'importance de cela? Alors, on vit avec ce manque de qualité dans les rapports et on a la difficulté à déterminer la cause de la mort. Donc, on se sert d'approches, par exemple, celle de l'autopsie orale. Mais si on se concentre aussi sur améliorer les systèmes routiniers, que ce soit les données sur la mort et la naissance, qu'on aura moins besoin de se fonder sur ces données imprécises. Alors, on trouve des solutions élégantes, mais on cherche à améliorer la cohérence, la qualité et la fréquence de ces rapports. Ça va beaucoup nous aider dans nos efforts sur le terrain. Du côté du secteur de la santé, alors, dans quel contexte est-ce qu'il y a des activités de santé? C'est dans des établissements? Est-ce que l'établissement peut être un point central pour l'amélioration? Alors, il y a
un grand groupe de travailleurs de santé communautaire. Il y a des réseaux qui existent déjà et on cherche à voir comment on peut amener ces gens à participer à plus grande échelle. Un problème qu'on a eu, ou une situation qu'on a eue, c'est qu'il y a eu de grands investissements dans des programmes bien précis. Et on a vu que la mort des enfants a diminué de façon très importante suite à l'immunisation. Mais comme vous le savez, on a des registres dans les établissements. On a des programmes qui font différentes choses, mais qui ne sont pas reliés entre eux. Alors, on doit examiner les différents programmes de santé, voir où on peut identifier des possibilités qui nous permettraient une meilleure signalisation des ESSEC. Comment est-ce qu'on peut profiter, par exemple, de la surveillance à long terme des patients qu'on a fait pour le VIH, par exemple? Alors, je crois que ce groupe ici peut aider à amener une meilleure harmonisation au sein du secteur de la santé. Et le secteur de la santé peut aussi faire des efforts pour améliorer les approches ou ces méthodes par rapport aux ESC. Alors, on a déjà dit que 12 des 17 ODD exigent de meilleures données sur l'ESC. L'OMS a récemment lancé son programme général de travail, le 13e, que vous pouvez trouver au site web de l'OMS. Ça a été approuvé par l'exécutif en janvier. Il y a 3 grands objectifs ici qui concernent les UHC, les autres par rapport aux urgences de santé et d'autres pour améliorer la vie. Et il y a aussi quelque chose pour améliorer les données. Donc, nous faisons beaucoup plus par rapport à les processus dans le terrain. Donc, faire des liens avec ce qui se fait sur le terrain et même du côté des soins universels de la santé, il y a toute une amélioration du côté des outils. Et je crois que si la communauté des ESEC pourrait s'aligner à la mantra en ce qui a trait aux soins de santé universels. On dit que c'est un problème de santé, mais c'est aussi un problème du côté politique. Et donc, on doit s'assurer que les décideurs vont s'entendre sur plusieurs choses. Nous cherchons à être novateurs au sein des systèmes de santé pour améliorer les possibilités sur le terrain. Alors, il y aurait donc une liste de mortalité. Ce serait la première chose avec le codage ICD au niveau national avec un nombre plus petit, plus limité de codes. Donc, il y a des points forts et des faiblesses. Il y a un nombre de pays, environ 14 pays qui l'ont fait. La 11e version des ICD sera lancée en juin. Nous ne cherchons pas à publier un livre, mais à créer une nouvelle norme, une nouvelle façon de signaler les causes de décès. Et on va publier ou lancer des services sur web de façon très différente maintenant. La collaboration Health Data Collaborative est une organisation qui cherche à réduire l'utilisation de techniques à la verticale, qu'on doit aligner nos outils techniques, nos stratégies d'investissement, et l'ESEC fait partie de cela. Je vous invite à examiner ceci sur Internet, et on vient de lancer des normes sur l'autopsie verbale qui prend 3 ou 4 différents instruments et les combine en un instrument utilisable. On l'a mise en épreuve pour les outils automatisés qui se servent de ce genre de contenu. Alors, il y a des occasions, des possibilités. On a le programme de
soins de santé universels, on a les arguments des ODD et on espère avoir plus d'impact au niveau des pays. Alors, on anticipe travailler là-dessus avec vous. Alors, c'est très bien du côté des soins de la santé, mais comment est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on peut harnacher la technologie de façon à résoudre certains de ces problèmes fondamentaux et qui va aider les pays à progresser rapidement? Alors, on doit vraiment faire une stratification pour voir à quoi on peut s'entendre de la part des pays du côté des stratégies et de l'utilisation des données. Il y a aussi ces questions d'ordre politique. Il y a des obstacles juridiques dans certains cas. Il y a des problèmes pour attirer l'attention des décideurs. On a besoin de technologie, des outils. On doit être de bons épidémiologues et de praticiens en soins de la santé, mais on doit aussi chercher à mieux rejoindre les décideurs. Et en dernier, je dois vous dire, comme ma fille m'a dit, ça semble pas très intéressant, mais ça semble très important. Alors, comment rendre ceci un sujet passionnant? On doit faire de meilleurs promoteurs. On ne cherche pas à épater les gens avec des acronymes de 4 lettres, mais pour leur dire la moitié de vos décès ne sont pas enregistrés. Qu'est-ce qu'on va y faire? Ou on va indiquer aux décideurs, aux donateurs et aux autres partenaires que si on s'attaquait de façon efficace à certains goulots d'étranglement dans ce système, l'enregistrement des naissances, des décès, des morts-nés, des identificateurs uniques. Alors, si on pouvait vraiment communiquer certains de ces problèmes de façon plus efficace, je crois qu'on pourra obtenir un meilleur soutien pour notre travail. Donc, c'est un projet à long terme. On ne peut pas réparer tout cela rapidement. Il faut chercher à ne pas réifier les os secs et à travailler de façon verticale. On doit vraiment adopter une démarche multisectorielle et j'espère que ces 2 journées vont nous permettre de discuter de ces problèmes pour aborder les problèmes systémiques et de façon multisectorielle. Merci. Merci beaucoup, John. Et c'est bien ce que vous avez dit au début, qu'il y a des points fondamentaux qui doivent être réglés et on veut chercher à voir comment on peut servir de l'innovation pour améliorer cela. Et vous avez aussi parlé de la volonté politique. Alors, de regarder aussi le rôle que joue le sexe dans les ESEC. Alors, vous examinez des politiques et des stratégies. Je crois que ça sera très efficace. On a 2 exposés qui viennent d'une perspective plus mondiale. On passe à un 3e point de vue maintenant. Merci beaucoup. Suite à la discussion d'hier, on a appris à mieux se connaître et vous avez dit qu'il va être provocateur dans notre discours de 10 minutes. Donc, je vais m'essayer. Mais avant de le faire, je me sens vraiment obligée de vous montrer un court vidéo puisqu'on cherche à voir comment on peut harnacher ce système de base pour voir comment on peut réaliser tout ceci d'ici 2030. Alors, si vous me permettez, on va voir si ça marche. Bon, si ce n'est pas le cas, on peut continuer. Alors, merci beaucoup à vous tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous et j'ai beaucoup aimé le discours liminaire de la part du gouvernement canadien. J'aimerais bien que d'autres gouvernements au monde soient aussi bien éclairés pour qu'on puisse aborder ce problème de façon différente. Alors, hier, on a parlé des sexes et de l'ESEC.
20 years ago, I've been trading informally, which was risky and costly. Before, everybody was supposed to use a passport, which was costly, and the process of getting it was long. It was not easy crossing the border. General life was so hard, mainly for us as traders, because we wanted to cross over to Kenya all the time, and you want to do business, but nobody could trust you because you could not be identified. I felt I was not secured because it was risky in such a way that you might be raped, the thugs might steal your goods, but now we use national ID and cross over to Kenya because it has simplified. It has also reduced the costs of trade. The NIRA card, it has helped me to open up a bank account, to improve on the volume and the value of my goods. It simplified the time and costs of trade for me. With my national ID, I've been able to send my goods to Rwanda, Tanzania, sometimes even Juba, Sudan, because I attach the national ID to the goods. When I have an official national ID, I feel secured and safe as a woman, as a trader. Et j'ai pu comprendre le potentiel. Et hier, on a parlé du genre ou des sexes et les secs. Et je vois ici que la moitié des gens ici sont des femmes, donc je suis très heureuse d'en être une. Vous avez dit, soyez provocateur, provocatrice. Et donc, j'ai commencé à penser. Et j'ai examiné la note de concept pour cette conférence pour pouvoir encore mieux comprendre que nous devons créer des systèmes de SEC novateurs et durables qui doivent être intégrés avec les systèmes nationaux de santé et de carte d'identité, qui sont des moteurs puissants pour une économie plus inclusive et pour d'autres avantages du côté du développement à l'avenir et qui produisent des données et des statistiques cruciales. Donc, je pense qu'avec toute cette compréhension de base, je me demande où en sommes-nous actuellement. Et moi, j'ai participé à la promotion de l'amélioration de l'ESSEC depuis presque 10 ans. Et je peux constater des progrès, des changements. Mais en même temps, si je ne vous disais pas que je viens ici avec des sentiments partagés, je vous mentirais parce que j'ai vu des changements et j'ai vu que le gouvernement du Canada, avec votre soutien et avec la Banque, va créer un centre de financement à l'échelle mondiale pour mettre au point des outils, des cours sur Internet et pour aller dans différents pays pour créer des plans d'amélioration des SEC. Alors, sans avoir ce genre d'effort, on voit de l'amélioration assez minimale. Et on a constaté au cours des 10 dernières années que ce n'est pas seulement l'engagement politique qu'on a envers le changement par le biais du programme des ODD. On sait aussi que les technologies ont tellement changé. On n'a pas le petit téléphone que j'ai utilisé pour communiquer avec vous quand on a eu la réunion dans l'Asie-Pacifique n'est plus là. On a des téléphones intelligents, on a des économies fondées sur des applis, on a des listes de points à vérifier qui vont aider les gens à améliorer leur système de santé, mais il y a toujours des problèmes. Alors, pour traiter des points fondamentaux, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on vient de faire. On doit faire une meilleure coordination, même si le système est créé de façon fragmentée. Alors, hier soir, en prenant une bière et mangeant des patates frites avec mes collègues Jonathan et Nick, avec qui j'ai travaillé à l'ESSEC depuis 2 ans,
On a réfléchi à ça et on a pensé que le monde doit changer. Avec les technologies qu'on connaît, l'avenir semble déjà être là, mais les avantages que ça représente n'ont pas été distribués de façon équitable. Et en même temps, on a besoin d'un nouveau paradigme pour comment aborder les SEC et les systèmes de carte d'identité. C'est quoi le statu quo? Même la discussion qu'on a eue hier, on a entendu les gens dire que il y en a qui nomment ça les CRBS et d'autres les CRVS. Et est-ce que les initiatives de développement, est-ce que ce sont des solutions et des problèmes? Alors, hier, j'en ai entendu parler et je me suis dit, oui, c'est vrai, voilà, c'est le statu quo et ça ne fonctionne pas vraiment. Peut-être qu'on a vraiment besoin de changement. Si on examine le programme pour les ICD, il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé et pour savoir combien d'indicateurs sont nécessaires de l'ESSEC. Mais pour améliorer ça, on doit investir dans le système ESSEC. Est-ce que c'est le bon point de départ? Mais à notre avis, tout le programme de base des ODD, c'est savoir comment accorder aux gens leur identité, leur dignité, leurs possibilités pour pouvoir mener de meilleures vies et pour que le monde puisse être amélioré avec un développement durable et en paix. Alors pour nous, l'identité, la reconnaissance d'une personne à partir de la naissance, avec tous les événements de leur vie qui sont vraiment au centre de cette réflexion. Et pour le faire, on a besoin de systèmes fonctionnels, de gouvernements qui ont des systèmes d'administration fonctionnelle qui ne vont pas seulement reconnaître ces faits de l'état civil, mais leur accorder l'identité, leur documentation pour qu'ils puissent poursuivre leurs meilleures possibilités. Et quel est le contexte qu'on a maintenant? Le monde se dirige vers une société numérique, une économie numérique qui offre des solutions technologiques fondamentales dont on peut se servir pour améliorer notre système. Et si on peut créer un tel système, on pourra avoir tous les avantages qu'on cherche à réaliser avec le programme du développement durable 2030, de la protection sociale à l'inclusion financière, au développement numérique, à l'éducation, à la santé, etc. Et en même temps, on pourra générer les faits de l'état civil et beaucoup plus par des systèmes branchés et intégrés qui nous permettront une interopérabilité des données qui seront générées par tous ces processus. Alors, voilà ce qu'on a trouvé pour être provocateur pour vous. Et ce n'est pas une réflexion qui est tout à fait approfondie, mais on veut vraiment vous amener à réfléchir à ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas seulement discuter entre nous. On doit créer l'argument convaincant pour cela. Comme vous l'avez dit, on doit mieux convaincre les décideurs. Mais si on laisse aux décideurs et au secteur privé qui vivent déjà avec un système actuel, ils pourront voir que cela va garantir les droits de la personne et les services de base qu'on peut offrir aux gens, pas seulement un système efficace d'administration publique, mais qui a aussi des débouchés économiques qui vont s'en suivre. Et je crois que ça peut les amener à participer plus pleinement, plutôt qu'on discute seulement du point de vue des données et chercher à les encourager à investir. Alors pour ça, on doit vraiment procéder de façon différente pour stimuler du mouvement. Alors on doit aller au-delà de prêcher à la paroisse, on doit voir comment on peut continuer à créer le système comme on l'a déjà conçu il y a très longtemps et on cherche à créer des outils pour pouvoir composer avec la situation actuelle, mais on doit vraiment penser de façon différente dans cette période d'une économie numérique, une société numérisée qui nous offre beaucoup de possibilités. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aishan. Et je crois que vous nous avez donné matière à réflexion. J'ai beaucoup aimé cette vidéo.
Alors, de pouvoir vraiment présenter un récit narratif et un argument persuasif pour convaincre les gens que c'est important que le public soit une fillette de 10 ans ou un groupe commercial. Et il est important de reconnaître que le panel d'hier, le dernier panel, était un panel uniquement constitué de femmes. On n'a pas eu cet équilibre pour la plénière ce matin, mais je crois qu'il y aura un meilleur équilibre entre les sexes du côté des panels lors des séances techniques d'aujourd'hui et de demain. Alors, passons maintenant au niveau du pays. On a entendu des perspectives internationales, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du pays? Qu'est-ce qui arrive du côté de l'expérience de vie? Comment est-ce que ça touche les gens sur le terrain, du côté des systèmes nationaux et l'élaboration de politique? J'aimerais demander à Alexandre Marie de venir vous parler. Modérateur de me donner la parole. J'ai le plaisir d'être parmi vous et je voudrais commencer par dire toute ma reconnaissance à l'endroit du Centre d'excellence, à l'endroit du comité directeur et notamment, n'est-ce pas, à l'UNICEF, notamment à la Banque mondiale, qui ont permis la participation du Cameroun à cette conférence. Le Cameroun propose comme solution, n'est-ce pas, pour rendre visible l'invisible, il propose, n'est-ce pas, un système complet de CVS, ce que nous appelons l'état civil inclusif. Je voudrais commencer par situer le Cameroun. Le Cameroun est, n'est-ce pas, situé, se trouve, n'est-ce pas, au fond du golfe de Guinée, en Afrique centrale. Le Cameroun est voisin, n'est-ce pas, des pays, le Nigeria, la partie est du pays. Au nord du Cameroun, c'est le Tchad, n'est-ce pas, à l'est du Cameroun, la Centrafrique. Au sud, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Gabon. La superficie du Cameroun est de 475 km², soit une population d'environ 22 millions d'habitants. Il y a 10 régions au Cameroun. Il y a 8 régions francophones et 2 régions anglophones. Ça fait partie un peu de l'histoire du Cameroun. Vous savez, après la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, le Cameroun qui était, n'est-ce pas, sous tutelle de l'Allemagne, n'est-ce pas, a été partagé, divisé. Une partie est allée sous tutelle française, l'autre partie est allée sous tutelle anglophone. Ce qui explique aujourd'hui qu'il y ait 8, n'est-ce pas, des régions anglophones et des régions francophones. Sur le plan de l'état civil, comme donné, je peux situer que l'enregistrement des enfants de moins de 5 ans est estimé aujourd'hui au Cameroun à 76,1%. L'enregistrement des décès est vraiment en dessous de 10%. Bon, comme solution au Cameroun, nous avons pour outil, n'est-ce pas, le plan stratégique de l'habitation de l'état civil du Cameroun, qui a été élaboré avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Nous avons également 2 approches, n'est-ce pas, innovantes. Il y a l'enregistrement universel des naissances en Afrique comme approche innovante. Nous appliquons également le GFF. Et je parlerai également de défis. Alors, s'agissant donc du plan stratégique de l'habitation de l'état civil du Cameroun, je voudrais dire que ce plan stratégique, n'est-ce pas, qui a été financé, je l'ai dit, par l'UNICEF, cela appliqué entre la période de 2018 et 2022, et il intègre dans le cadre juridique la gestion informatisée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'état civil du Cameroun n'est pas informatisé. Il va aussi prendre en compte le numéro d'identification personnelle. Au moment de l'enregistrement de chaque naissance, on va attribuer, n'est-ce pas, aux individus, aux personnes, un identifiant. Cet identifiant va prendre en compte, n'est-ce pas, les liens de filiation de l'individu.
Le plan prend également en compte, n'est-ce pas, l'interopérabilité. On ne cessera jamais de le dire que pour avoir des systèmes d'état civil efficaces, il faut l'interopérabilité. L'interopérabilité entre l'état civil et la santé, l'état civil et la justice, l'état civil et l'organe qui est en charge des statistiques. Et dans ce plan stratégique, nous avons également prévu le recensement des personnes qui, dont l'âge a dépassé les délais de déclaration de naissance. Nous pensons pouvoir les recenser sur le territoire national pour voir, n'est-ce pas, la procédure à adopter pour qu'ils bénéficient des actes de naissance. C'est ainsi que nous pourrons atteindre des personnes vulnérables, des personnes marginalisées. Je veux parler ici des femmes, des enfants, des filles, des migrants, des réfugiés qui sont sur le territoire national. Alors, s'agissant donc j'ai parlé de l'approche de l'enregistrement universel des naissances en Afrique. Cette approche, n'est-ce pas, nous sommes appuyés par l'UNICEF et l'Union européenne. Nous avons choisi des zones pilotes pour commencer cette approche-là et nous sommes en train de tirer, n'est-ce pas, les expériences. La seconde approche innovante, j'ai parlé du GFF qui a été déjà appliqué, expérimenté dans le domaine de la santé. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir l'étendre, n'est-ce pas, également à l'état civil. Et là aussi, nous avons choisi au Cameroun 3 zones pour l'expérimenter. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, à la phase de la formation, n'est-ce pas, de ceux qui vont suivre ce programme. Nous sommes également à la phase, n'est-ce pas, d'écriture, n'est-ce pas, des conventions. S'agissant des défis, le défi majeur, c'est le financement. Nous avons un plan stratégique que nous avons estimé à 64 milliards à peu près, soit 121 686 millions de dollars canadiens. Alors, il faut trouver les moyens pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, les actions, les activités qui sont dans ce plan stratégique. C'est vraiment le défi majeur. Alors, un autre défi est, je l'appelle, la gestion identitaire des déplacés internes. Nous avons, compte tenu des conflits liés notamment au Boko Haram, compte tenu de la situation, n'est-ce pas, à notre pays voisin Bangui, nous avons donc des déplacés internes que nous avons dénombrés à peu près à 220 000 personnes. Nous avons également des réfugiés nigériens, réfugiés centrafricains, réfugiés tchadiens, que nous dénombrons à 320 000 personnes. Alors, il faut, n'est-ce pas, il faut une gestion identitaire de ces personnes. Il faut, pour ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, de leur en donner. Il faut, pour les autres, n'est-ce pas, pouvoir donner une identité. Et un autre défi est l'accroissement de l'enregistrement des décès. J'ai dit au début que l'enregistrement des décès est vraiment en dessous de 10% aujourd'hui. Il faut bien l'élever pour que nous puissions avoir l'état civil inclusif. Et il y a la reprise de l'antériorité. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui, n'est-ce pas, existent, vivent au Cameroun et qui n'ont pas d'acte de naissance. Comment gérer ce stock-là, ces personnes-là? C'est également un grand défi pour nous. Alors, je voulais terminer, c'est là où je voulais chuter sur un schéma fonctionnel cible de l'état civil du Cameroun. C'est ce schéma que, au terme, n'est-ce pas, de notre étude complémentaire de l'état civil, au terme, n'est-ce pas, de l'élaboration du schéma directeur, nous en sommes arrivés. Alors, ce schéma fonctionnel qui, pour nous, est le chemin, n'est-ce pas, qui présente l'état civil inclusif, prend en compte ce que j'ai dit, l'interopérabilité, n'est-ce pas, entre l'état civil et la santé, l'état civil et la justice, l'état civil, n'est-ce pas, et le domaine des statistiques pour l'élaboration des politiques économiques inclusives. Alors, ce système met au centre la structure que je dirige, le BUNEC, qui est la structure de supervision, de contrôle
de l'évaluation de l'état civil du Cameroun. Alors, ce système, ce schéma fonctionnel met également en exergue, n'est-ce pas, les bénéfices que d'autres structures, n'est-ce pas, du pays reçoivent de l'état civil. Alors, j'ai mis, si vous regardez le schéma, le ministère des Finances. Le ministère des Finances, parce qu'il doit bénéficier des données de l'état civil pour la gestion, n'est-ce pas, des soldes des fonctionnaires. J'ai mis les 3 ministères qui sont en charge de l'éducation, l'éducation de base, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, qui ont besoin également des données de l'état civil pour pouvoir gérer les élèves, n'est-ce pas, les étudiants. J'ai mis également, n'est-ce pas, le ministère des Affaires sociales. Au Cameroun, c'est ce ministère-là qui gère les enfants trouvés, qui gère sur le plan social, n'est-ce pas, les enfants, dont l'assistance sociale. J'ai mis également le ministère de la fonction publique. Le ministère de la fonction publique, c'est lui qui est en charge, n'est-ce pas, la gestion des fonctionnaires. Alors, il bénéficie, n'est-ce pas, des données de l'état civil pour gérer la carrière, les avancements, les concours, n'est-ce pas, de personnel. J'ai mis le ministère des Transports pour la gestion des titres de transport, notamment les permis de conduire. C'est l'état civil qui donne, n'est-ce pas, à ce ministère, cette administration-là, les données relatives au transport pour avoir notamment les permis de conduire. Alors, il y a la police. Au Cameroun, l'état civil n'est pas encore lié totalement, n'est-ce pas, à la police. Il y a l'état civil qui est à part, qui a un autre ministère qui est sa tutelle. Il y a donc maintenant la police qui est à part, qui est chargée de cartes d'identité et de passeports. Alors, c'est l'état civil, n'est-ce pas, qui devrait, d'après notre chemin fonctionnel, fournir, n'est-ce pas, désormais, plus tard, les données pour établir une carte d'identité, un passeport. J'ai mis également, excusez-moi, je suis myope, j'ai mis également Elections Cameroun. C'est l'organe qui a en charge les élections au Cameroun, parce qu'il y a un organe indépendant, un organe autonome, qui gère les élections au Cameroun. Pour le moment, Elections Cameroun fait le recensement des électeurs par période, conformément à la loi. Alors nous pensons qu'à l'avenir, quand nous aurons eu l'état civil inclusif, ce sera l'état civil qui devra donner, n'est-ce pas, des éléments, n'est-ce pas, à Elections Cameroun pour établir les cartes d'électeurs. Et j'ai également dans le domaine des privés, les banques, les assurances. Les banques et assurances ont besoin, n'est-ce pas, de bénéficier des données de l'état civil pour la gestion de leur clientèle. Nous avons également un organe qui gère les pensions de retraite, c'est appelé chez nous le Centre de prévoyance sociale. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais nous pensons également qu'avec à l'avenir, n'est-ce pas, c'est l'état civil qui devra fournir des données à cette structure-là. Alors là, j'ai également mis aussi la relation, n'est-ce pas, qui devrait exister, n'est-ce pas, entre l'état civil, n'est-ce pas, et l'organe qui est en charge des statistiques pour l'élaboration des politiques, n'est-ce pas, et des programmes économiques pour établir les économies, n'est-ce pas, inclusives. Et d'après ce schéma fonctionnel, ce schéma, évidemment, répond à la problématique. La problématique est de rendre le visible invisible. La problématique qui est d'atteindre les personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les filles, les migrants, les réfugiés. Nous pensons que notre chemin fonctionnel permet d'atteindre ces personnes-là. Voilà autant qu'il m'a été imparti ce que je voudrais dire. Alors, je souligne que le défi majeur que nous avons la solution, nous la connaissons. Nous savons là où nous devons aller. Nous avons un plan stratégique. Nous avons des approches, n'est-ce pas, qui sont innovantes. Nous pensons que notre problème majeur est le financement. Je vous remercie de votre attention. Many thanks indeed. And again, I think we're getting a sense of the scale. Merci beaucoup et je pense qu'on commence à comprendre l'envergure du programme et les défis que nous avons à rejoindre de nombreuses personnes. Et maintenant, Jimmy, pourriez-vous vous joindre à moi afin de pouvoir nous présenter votre point de vue?
Merci. Pour les enfants de 5 ans et de moins, 48 % sont enregistrés. Mais présentement, nous ne répondons pas aux normes internationales. Il y a un groupe interministériel avec lequel tous les ministères principaux participent de façon active afin de s'assurer que le programme de l'ESEC est mis en place et est une priorité. Il y a aussi le fait d'avoir de bonnes relations des donateurs, l'UNICEF, entre autres, et l'Organisation mondiale de la santé également. Et aussi, il y a des enjeux par rapport à la durabilité, notamment par rapport à la santé des enfants. Il faut pouvoir sensibiliser les gens qui travaillent dans le domaine de la santé à toutes les étapes, notamment à partir des consultations prénatales jusqu'après la naissance et les soins. Il faut aussi créer des postes d'enregistrement de statistiques à même les établissements de santé. Il y a une corrélation entre les naissances qui ont été enregistrées par rapport aux naissances qui ont eu lieu au cours d'une période spécifique. Par rapport aux défis que nous avons besoin d'un leadership fort et de mettre davantage de priorités. Le gouvernement du Mozambique a créé le chiffre unique d'identité. Et l'utilisation aussi des avis par téléphone cellulaire fait partie de l'innovation que nous avons connue dans notre pays. Et c'était ma présentation. Je vous remercie, mais si vous avez des questions par rapport au système à Mozambique, mes collègues de l'UNICEF m'aideront et ils répondront à mon nom parce que ce n'est pas ma première langue, donc ils se feront plaisir de répondre à mon nom. Merci. Thank you very much indeed, Jamie. Merci beaucoup. Et finalement, pour notre dernier contexte national, nous sommes maintenant au Canada et j'inviterai maintenant Anil Arora de se joindre à nous. Merci beaucoup, Pierre. Le système de statistique nationale du Canada est fondé sur la collaboration entre les 13 provinces et territoires. Et aussi, c'est important pour nous d'avoir accès à leurs statistiques d'état civil. Ces organisations, les provinces et les territoires travaillent avec le gouvernement fédéral. Donc, les informations par rapport aux naissances, aux mortinatalités, et ainsi de suite, sont la responsabilité des provinces et des territoires. Et chaque registraire, bureau de registraire provincial et territoire a sa propre législation. La collecte et la dissémination de statistiques nationales relèvent de Statistique Canada. Et Statistique Canada du Canada depuis 1945. Le CSEC est composé de registraires provinciaux et territoriaux et de Statistique Canada. Le CSEC est responsable de la collecte, de la compilation et de la diffusion uniforme des statistiques nationales. Les registraires de l'État civil transmettent à Statistique Canada par voie électronique et en temps quasi réel un ensemble normalisé de variables sur les naissances, les décès et les morts de naissance. Despite the solid infrastructure for
malgré la solide infrastructure pour le CRVS au Canada, ce qui comprend la protection et la confidentialité à la vie privée, il y a bien sûr des défis. Voici quelques messages clés que j'aimerais vous transmettre. Nous n'avons pas de registre national. De fait, nous avons 13 compétences différentes et ils fonctionnent toutes selon leur propre législation. Cela étant dit, avec un leadership robuste, on peut quand même bien faire fonctionner un système hautement décentralisé. Donc, ce n'est pas un système qui convient à tous et toutes. Il y a énormément de contexte et d'histoire. Et avec un bon leadership, on peut bien faire fonctionner ces systèmes. Donc, permettez-moi de vous parler des défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a aussi les régions éloignées. Le Canada, c'est un grand pays et les citoyens devront peut-être se déplacer dans une autre province ou un territoire pour des services de santé. Donc, par exemple, un enfant est enregistré dans une province ou un territoire, là où ils sont nés, mais ils ne sont pas enregistrés dans la province ou le territoire où ils habitent. La mère, par exemple, n'aura peut-être pas l'information nécessaire pour compléter les formulaires d'inscription. Et donc, il y a des échanges de correspondance entre les différentes compétences. Nous avons également des limites par rapport à l'Internet. Vous pensez peut-être qu'au Canada, tout va très bien, vous appuyez sur un bouton et tout fonctionne, mais de fait, ce n'est pas le cas. Dans certaines compétences, alors que les enregistrements de naissance sont faits en mode électronique, il ne pourrait pas y avoir un accès très fiable à l'Internet. Donc, il y a cet échange de documents papier par la poste et bien sûr, cela peut en faire en sorte que ces processus sont moins efficaces et peuvent créer des erreurs. Il y a des problèmes d'alphabétisme également. Au Canada, il y a quand même des endroits où ça demeure un défi. Dans certains endroits, et c'est encore un défi d'assurer la diplomation au niveau secondaire. Donc voilà certains des défis auxquels nous sommes confrontés au Canada. Au Canada, nous n'avons pas justement ce système d'identification unique. Mais le fait est que nous tirons profit par le biais de systèmes qui nous permettent de créer des liens avec d'autres sources de données, des sources de recensement, entre autres. Et à ce moment-là, on peut avoir un plus grand aperçu de la situation. Et nous le faisons de façon à protéger les informations, protéger la vie privée. Nous avons aussi des questions associées au délai. Donc, par exemple, le codage des certificats de décès se fait encore par papier, mais il y a aussi des défis par rapport aux outils de surveillance. Notamment, nous faisons face à une crise des opiacés ici au Canada. Et ce que je dirais, c'est qu'il y a d'énormes défis, à savoir si nous avions des statistiques de façon ponctuelle, à savoir ce qui se passait au niveau local et régional. À ce moment-là, nous aurions des informations plus rapides en ce qui se passe sur le terrain et on pourrait peut-être prévenir des crises. Le fait est, c'est que ces répertoires de statistiques, ce n'est pas juste pour avoir des statistiques fondamentales, mais aussi ces informations pourraient aussi nous permettre d'avoir de bonnes informations en vue de prévenir des crises. Donc, que ce soit, par exemple, les technologies de chaîne en bloc ou le système de revenu national au Canada, nous avons à notre disposition des technologies qui nous permettent de résoudre certains de ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pour vous donner quelques autres exemples, donc, nous avons des données tirées des répertoires de naissance et de décès. Donc, on peut tirer des estimés. Clairement importante pour effectuer une surveillance nationale de la santé des fœtus et des nourrissons, des taux de morbidité et la mortalité des nourrissons, des mortanisances, des naissances prématures, des anomalies congénitales et des faibles poids à la naissance. So, in other words,
in many of these cases, I think it is a policy need. Donc, dans ce cas-ci, souvent, c'est le besoin dans l'élaboration des politiques qui forment le moteur de l'innovation. Donc, cette relation et cette collaboration, afin que nous puissions justement créer une relation avec des clients très exigeants, tout cela fait en sorte que nous sommes poussés vers l'innovation. Je vais vous laisser avec ceci. Notre rôle de leadership à titre d'agence responsable des statistiques, nous le prenons très au sérieux, pas qu'au Canada, mais à l'échelle internationale aussi. Nous travaillons avec de nombreux pays au niveau bilatéral et multilatéral et je vous félicite tous et toutes de l'excellent travail que vous faites et il nous fera plaisir et nous fait plaisir d'avoir des partenariats avec vous tous. Thanks, Anil. Merci, Anil. Et je voudrais remercier tous les conférenciers de ce matin, non seulement d'avoir respecté vos délais, mais aussi d'avoir exprimé des idées qui sont très intéressantes dans le peu de temps qu'on vous avait accordé. Donc, nous allons bientôt passer à la pause. Donc, ce que je propose, et je demande aux organisateurs leur avis, plutôt que d'avoir maintenant une période de questions et de réponses. J'aimerais bien que nous passions plutôt à la pause, ce qui permettrait aux participants de partager, de discuter, des discussions, des expériences. Et à partir de là, je sais que nous allons ensuite participer à des sections plus techniques, des ateliers. Il y a des questions très importantes qui ont été soulevées lors de cette session. Mais je veux parler de dynamique et Acham en particulier. Je crois que vous avez vraiment répondu à l'appel. Vous avez vraiment fait valoir l'urgence de cette question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a les données précises par rapport aux objectifs de développement durable. Mais vous savez, le temps avance vite. Et en examinant le contexte à l'échelle mondiale, en parlant des systèmes que nous voulons mettre en place, mais aussi lorsqu'on regarde à l'échelle nationale, où les gens de vie sont touchés par ces statistiques ou ce manque de statistiques, tout cela est très important. Nous avons entendu aussi qu'on doit avoir un équilibre. Nous devons être novateurs, mais nous devons aussi s'assurer que les balises des systèmes sont en place. Donc, les conférenciers nous ont parlé de beaucoup de choses et je pense que les participants ici sont prêts à relever le défi et je vous invite à prendre bien note des expériences des conférenciers et des conférencières et j'aimerais les remercier justement de leurs interventions ce matin. Merci.